La suite dans les idées, Sylvain Bourbeau. Populisme, longtemps utilisé pour stigmatiser la démagogie de mouvements d'extrême droite, ce mot a récemment pu changer d'usage et même être revendiqué depuis la gauche par certains philosophes politiques et même par certains responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon. Est-ce pertinent au plan théorique? Est-ce judicieux au plan politique? Le sociologue Éric Fassin répond 2 fois non. Le populisme est un concept problématique pour les sciences sociales et un véritable poison pour la gauche. Il est aujourd'hui l'invité de La Suite dans les idées. Éric Fassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et vous publiez aux éditions Textuelles Populisme, le grand ressentiment. Alors, je voudrais tout simplement qu'on commence par ce mot qui fait couler beaucoup d'encre, qui est à l'origine de nombreux débats dans les sciences sociales, en sciences politiques. D'abord, peut-être avant tout parce que c'est un mot un peu fourre-tout, une catégorie que tous les auteurs semblent avoir du mal à véritablement définir. Alors peut-être commençons par ce point de méthode. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mot de populisme quand on veut faire de la sociologie du politique? Je pense qu'on peut déjà essayer de voir comment il est utilisé. C'est-à-dire, au lieu de le prendre comme un concept, le prendre comme un mot du vocabulaire politique. Une ressource du langage politique. Il se trouve qu'il est utilisé par un certain nombre de gens. Et donc, il faut essayer de voir à quoi ça sert de s'en servir, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, en particulier aujourd'hui pour des gens de gauche, de s'approprier ce terme qui est déjà en circulation. Donc, pour ma part, j'avais déjà dans un essai antérieur qui s'intitule Gauche, l'avenir d'une désillusion, qui avait été publié il y a 3 ans chez le même éditeur, j'avais déjà posé la question du populisme brièvement en disant le populisme très souvent c'est prétendre parler à la place du peuple, c'est-à-dire prétendre refléter le peuple, prétendre être seulement l'incarnation du peuple, ce qui me paraissait dangereux parce que cela voulait dire qu'on effaçait la nature même du travail politique qui est la production d'un peuple. Mais évidemment, on ne peut pas simplement dire le terme ne veut rien dire puisqu'il est utilisé. On est bien obligé de voir qu'est-ce qu'il veut dire dans les usages réels, des gens réels, dans la vie politique réelle. Et pour ma part, je prends, plutôt que d'avoir une définition théorique très ferme, je prends des points de repère. J'ai rappelé la phrase du juge de la Cour suprême qui, à propos de la pornographie, disait tout simplement « je la reconnais quand je la vois ». Donc, en fait, on peut se dire un peu la même chose pour le populisme. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais quand même, quand on voit, par exemple, le président turc Erdogan qui dit « nous sommes le peuple, qui êtes-vous » aux manifestants, eh bien, il est en train d'exclure du peuple ceux qu'il récuse pour des raisons politiques, ou bien lorsque Donald Trump dit la seule chose importante c'est l'unification du peuple, parce que les autres gens, the other people, donc c'est le même mot, le mot peuple, eh ben ils ne comptent pas. Donc c'est une logique d'exclusion. Et moi, c'est un élément que je trouve très important et dont on doit partir. La constitution d'un nous est fondée sur l'exclusion d'un eux. Ce qui est nouveau, comme vous l'avez rappelé, c'est que aujourd'hui, ce terme qui servait essentiellement à l'extrême droite, ou bien à disqualifier un ensemble de discours en disant « ils sont apparentés à l'extrême droite », eh bien, il peut être revendiqué. Donc, il y a un retournement du stigmate. C'était même, on peut dire, dans certains discours scientifiques, une façon d'euphémiser et d'uniformiser un certain nombre de mouvements d'extrême droite à travers l'Europe, par exemple. On parlait des populismes ou des néo-populismes en Europe, ce qui permettait de mettre dans la même catégorie des choses qui partageaient certaines caractéristiques et en revanche se distinguaient sur d'autres plans. Alors, effectivement, populisme voulait dire extrême droite. Mais de manière polie, de manière policée. Ce qui fait que ça pouvait servir aussi à qualifier d'autres partis. Donc, par exemple, on pouvait renvoyer dos à dos le Front National et Jean-Luc Mélenchon en disant « tout ça, c'est du populisme », ce qui était une manière de disqualifier. Et c'est la raison pour laquelle les sciences sociales ont été vigilantes, et les sciences politiques, par rapport à cet usage polémique du terme. Pour rappeler en particulier la mise en garde d'Annie Kollewald, qui depuis longtemps avait attiré l'attention sur le danger de cet usage du mot populisme. Parce que le danger, il est double. C'est non seulement de disqualifier des acteurs politiques de gauche
au nom du fait qu'il participerait d'un populisme en partage avec l'extrême droite, mais aussi, ça permettrait souvent de disqualifier les classes populaires. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que parler de populisme, ça n'est pas parler des classes populaires. En fait, les classes populaires servent de prétexte au populisme. Il ne faudrait donc pas confondre le peuple et le populisme. Alors juste, arrêtons-nous un instant, parce que pour entrer dans le détail de la manière dont cette stigmatisation fonctionnait, elle était en général appuyée par un certain nombre de commentateurs de la sociologie électorale sur l'idée que de plus en plus d'ouvriers seraient passés au vote Front National, défendu par exemple par quelqu'un comme Pascal Perrineau. Alors même que les travaux de Nona Mayer depuis très longtemps montraient que c'était pas n'importe quel type d'ouvrier, que c'était des gens dont l'imaginaire politique était très proche des petits patrons, et des catégories indépendants, et pas des manœuvres ou des ouvriers non qualifiés par exemple. Donc il y avait là une forme de récit qui consistait à dire qu'au fond des bataillons entiers d'anciens électeurs de la gauche, et en particulier du Parti communiste, auraient basculé du côté de l'extrême droite. Or, quand on regarde de plus près la sociologie électorale du vote Front National, on s'aperçoit que les choses sont autrement plus compliquées que ça. On peut effectivement s'interroger sur le succès du terme gaucho-lepénisme que Pascal Perrineau avait forgé et qui permettait de penser l'idée que les électeurs de gauche de classe populaire auraient basculé du côté de l'extrême droite. Autrement dit, qu'il y aurait une porosité entre la gauche et la droite, ce qui est précisément l'enjeu même du populisme. Or, en fait, ce que les travaux de Nona Mayer, par exemple, et de Florent Gougou après elle soulignent, c'est le fait qu'il y a en réalité plutôt un ouvriero-lepénisme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens de gauche qui ont basculé à l'extrême droite, ce sont des gens qui n'étaient pas de gauche, soit parce qu'ils étaient déjà à droite, soit parce qu'ils sont nouveaux dans la vie politique et qu'ils n'avaient pas d'affiliation antérieure. Donc ça n'est pas un basculement. En revanche, et à mon sens, c'est là que la bataille aujourd'hui est très importante, on oublie toujours les abstentionnistes. C'est-à-dire que si on veut parler des classes populaires, la première chose à dire, c'est qu'elles votent de moins en moins. Et donc, si on essaie de comprendre le vote populaire, il faut parler en même temps de l'abstention populaire. Donc comment se fait-il qu'on privilégie systématiquement le vote populaire de droite ou d'extrême droite en oubliant la désaffection qui ne se traduit pas par un ralliement à la droite ou à l'extrême droite, la désaffection pour les partis de gouvernement tels que le Parti socialiste, mais qui se traduit par l'abstention. Ça a des effets considérable politiquement, c'est-à-dire la question c'est à qui on s'adresse politiquement de manière prioritaire. Est-ce qu'on s'adresse prioritairement à ceux qui ont basculé ou bien qui sont venus à l'extrême droite, ou bien est-ce qu'on s'adresse prioritairement à ceux qui ont refusé de voter pour l'extrême droite et ont préféré ne pas voter. Ce sont deux stratégies radicalement différentes. On y reviendra. Je voudrais que on s'arrête maintenant sur un moment important. Je ne sais pas si on peut le dater précisément. D'ailleurs, il ne concerne pas que la France. C'est ce moment où on voit ce qui est finalement un stigmate, c'est-à-dire les discours des commentateurs qui ont eu tendance à vouloir mettre dans le même sac populiste l'extrême droite, qu'on avait l'habitude de qualifier de populiste, mais aussi dorénavant l'extrême gauche qu'on qualifie de populiste. Donc il y a cette stigmatisation symétrique en quelque sorte qui affecte l'extrême gauche. Et ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de penseurs à l'extrême gauche vont, selon un mécanisme assez bien connu dans les minorités, quand on fait des sciences sociales, ça vaut pour les homosexuels, ça vaut pour les catégories minoritaires racialement, etc. Ils vont retourner cette insulte, retourner ce stigmate et dire oui, on est populiste, mais nous on est des populistes de gauche, on veut créer un populisme de gauche. Et c'est d'abord théorisé par un certain nombre de philosophes dont vous parlez, à commencer par Ernesto Laclau, un Argentin qui a beaucoup réfléchi sur la situation politique particulière de son pays et au-delà sur le continent et plus largement en Europe, mais aussi par sa compagne Chantal Mouffe qui va développer tout ça. Et puis on en arrive à la traduction directement politique de ces écrits théoriques en quelque sorte, et dans la bouche même d'un leader de la gauche comme Jean-Luc Mélenchon, on a la revendication désormais de la nécessité d'un populisme de gauche. L'enjeu, à mon sens, c'est l'expression qui est utilisée par Chantal Mouffe de moment populiste. Parce que
On peut être tenté de rapprocher différents événements et différentes élections qui vont du Brexit à l'élection de Donald Trump aux États-Unis et peut-être bientôt avec les Pays-Bas ou peut-être bientôt aussi avec la France. Bref, on peut être tenté de rapprocher tous ces événements et à ce moment-là, on essaie de comprendre mais pourquoi cette désaffection pour les partis de gouvernement traditionnels, puisque même Donald Trump a été élu en quelque sorte contre le Parti républicain tout autant que contre le Parti démocrate. Donc comment comprendre cela ? Eh bien, la réponse qui nous est donnée, c'est que ce serait une manière de répondre au néolibéralisme et aux dégâts du néolibéralisme. Et bien sûr, les gens se tromperaient de cible en votant pour Trump contre les étrangers, mais il suffirait de leur proposer une critique du néolibéralisme symétrique en quelque sorte, sans la xénophobie, et on obtiendrait le même résultat. Donc il y aurait un fond commun qui serait la critique du néolibéralisme. Or, à mon sens, cette proposition ne tient pas. Ça aurait pu être, par exemple, la position de celui qui n'a pas été le candidat démocrate, Bernie Sanders. Absolument. Que Bernie Sanders s'inscrive dans une tradition qu'aux États-Unis on peut appeler populiste, c'est vrai. Mais je crois que le terme de populisme aujourd'hui tel qu'il est utilisé revient à effacer des différences majeures et que c'est très coûteux non seulement d'un point de vue théorique, mais surtout d'un point de vue politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aujourd'hui, lorsque Donald Trump est élu, qui peut croire qu'il va lutter contre le néolibéralisme alors même que, en gros, c'est Wall Street qui est au pouvoir ? Mais c'est pas seulement Donald Trump, parce que après tout, quel est le résultat du Brexit ? Eh bien, c'est que Theresa May est au pouvoir. On ne peut pas dire que Theresa May soit une adversaire résolue du néolibéralisme. Mais si on regarde un autre populisme qui est celui de Viktor Orban en Hongrie, ou si on regarde le populisme de Erdogan en Turquie, eh bien, à chaque fois, on s'aperçoit que ce sont des populistes néolibéraux. Et pour ma part, je remonte à Stuart Hall, qui s'était intéressé au populisme autoritaire de Margaret Thatcher, c'est-à-dire de la figure emblématique du néolibéralisme. Il soulignait qu'elle avait su jouer le peuple contre l'État, en associant les travaillistes à l'ancienne, à l'État, pour opposer un peuple. Et c'est ce qui va déterminer ensuite toute l'évolution de la politique britannique. En vous lisant, j'ai repensé au titre très significatif qu'avait choisi de donner Hugo Young, qui est le biographe de Margaret Thatcher, grand commentateur politique britannique, qui était One of Us, c'est-à-dire cette opposition entre eux et nous. Et la manière dont Thatcher, la première finalement en Grande-Bretagne, a su depuis longtemps rejouer ça pour s'attacher à un vote populaire qui était habituellement plutôt celui du Parti travailliste et qu'elle a réussi à mobiliser en faveur du Parti conservateur qu'elle a détaché de son image des élites au fond qu'il avait depuis toujours. Tout à fait, et je crois qu'un des enjeux importants aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi le populisme n'est pas nécessairement l'adversaire du néolibéralisme, il peut être l'instrument du néolibéralisme. Et donc ceux qui croient qu'on aurait intérêt à partir d'une sorte de fond commun populiste pour lutter contre le néolibéralisme sont amenés à faire l'impasse sur cette réalité qui est pourtant dominante aujourd'hui des États-Unis à la Grande-Bretagne, à la Turquie, à la Hongrie et d'autres encore. En vous lisant, Éric Fassin, je me suis dit que des événements récents que vous n'avez pas pu prendre en compte dans ce texte, que vous avez dû probablement terminer avant, apportent de l'eau à votre moulin. Si on considère que l'un des traits communs du populisme, c'est le rejet des élites, en tous les cas, un discours de rejet des élites, une manière de stigmatiser, de parler du système, de se présenter comme anti-système, y compris de manière extraordinairement paradoxale, où on a quelqu'un, un milliardaire new-yorkais, qui va finalement apparaître sympathique aux yeux des white trash, des petits blancs du sud des États-Unis ou de la Rust Belt, c'est-à-dire des gens qui ne lui ressemblent absolument pas socialement. Donc il va réussir ce tour de force. Et donc, en vous lisant, je me suis dit, mais au fond, oui, on a ce populisme de l'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps. On a cette manière nouvelle que l'extrême gauche peut avoir de se dire populiste avec les problèmes que ça pose. Mais désormais, est-ce qu'on n'a pas un troisième type de populisme qui, lui, est aussi extraordinairement articulé
au néolibéralisme, comme l'est le populisme de l'extrême droite, qui est le populisme du centre, qui est le populisme aujourd'hui porté par la candidature de quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui parle contre le système. Tout le monde est contre le système. C'est ça qui est frappant. Mais ça n'est pas tout à fait nouveau. À certains égards, Nicolas Sarkozy a essayé de se présenter comme un candidat anti-système, y compris au moment de se faire de postuler pour sa réélection. Donc, être anti-système est devenu un dénominateur commun, c'est-à-dire que le populisme est un peu un fond commun de tous les discours politiques. C'est le sens de ma question. C'est la raison pour laquelle il me paraît peu habile, stratégiquement, de revendiquer un populisme de gauche. C'est qu'on a l'impression d'être en rupture avec le système, mais comme tout le monde est en rupture avec le système, on n'y gagne rien. Et je crois qu'il faut s'interroger sur la raison pour laquelle aujourd'hui, moi j'ai été très frappé dans les analyses autour de l'élection de Donald Trump, pourquoi nous avons tendance à croire que les classes populaires ont voté pour Donald Trump alors que ça n'est pas le cas. Si vous entendez la plupart des commentaires qui circulent, y compris par des gens bien informés et par des gens intelligents, ils vous expliquent que les classes populaires ont voté pour Donald Trump. C'est faux. Et c'est faux de manière tangible puisqu'on a des sondages de sortie des urnes qui sont fiables, à la différence des sondages avant les élections. Et ces sondages, ils nous montrent que malgré tout, c'est-à-dire malgré la désaffection bien réelle des classes populaires pour le Parti démocrate, et qui est justifiée effectivement par les politiques néolibérales qui vont de Bill Clinton à Hillary Clinton. Donc ces voix populaires ont fait défaut à la candidate démocrate, ça c'est un fait, et c'est ce défaut qui a permis l'élection de Trump. Absolument, elles ont fait défaut. Mais malgré tout, il y a quand même 12 points de différence à l'avantage de la candidate démocrate dans les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de $30 000 par an, par rapport à Trump. Ça, c'est un fait qui n'est pas contesté. De même, ce qui m'a intéressé, c'est que non seulement les faits qui sont disponibles, on ne s'y intéresse pas, mais la presse aux États-Unis disposait de données qu'elle n'a pas rendues publiques, et en particulier une qui me paraît tout à fait significative, et dont j'ai pu vérifier l'existence avec un spécialiste de ces questions aux États-Unis, c'est le fait que parmi les électeurs blancs, la classe ne joue pas un rôle, c'est-à-dire le revenu ne détermine pas le vote pour ou contre Trump. Autrement dit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas un vote populaire, même chez les blancs. C'est un vote transclasse, même chez les blancs. Évidemment, chez les noirs, massivement, on a voté contre Trump, chez les hispaniques, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi continuons-nous de croire que les classes populaires votent pour Trump, ou bien que les classes populaires systématiquement vont choisir la droite et l'extrême droite. Et quand je dis pourquoi continuons-nous de penser, c'est que je pense que cette idée, qui bien sûr arrange beaucoup l'extrême droite, elle est partagée par beaucoup de gens qui se veulent résolument hostiles à l'extrême droite. Donc comment se fait-il qu'il y ait une sorte d'hégémonie idéologique de l'extrême droite, malgré les faits et malgré les données dont nous disposons ? Il faut aller plus loin, puisque les arguments de ceux qui énoncent ces contre-vérités, à savoir que les classes populaires votent massivement, par exemple, pour le Front National en France, vont jusqu'à expliquer que les raisons de ce vote sont à aller chercher du côté de la manière dont ces classes populaires qui sont censées voter pour l'extrême droite se trouveraient humiliées par le discours dominant, le discours des élites, et que c'est en raison de cette humiliation qu'elles auraient ce comportement électoral qu'en fait elles n'ont pas. C'est ce qui explique le discours de beaucoup de gens en France, qui vont de Jean-Claude Michéa à Laurent Bouvet, en passant par Christophe Guilluy, qui insistent sur le fait qu'au fond, il faudrait écouter la souffrance populaire. Je crois qu'il y a dans cette posture non pas un amour du peuple, mais une condescendance à l'égard du peuple. Pour ma part, je crois qu'il est important de considérer que les classes populaires sont comme toutes les autres classes sociales, c'est-à-dire qu'elles ont des opinions différentes. Le peuple ne pense pas d'une seule voix. Le peuple est divisé politiquement. Il y a des gens de droite et il y a des gens de gauche. Et bien entendu, il y a un peuple qui souffre. Mais ce peuple qui souffre, il traduit sa souffrance de manière différente. Les uns vont choisir le ressentiment de l'extrême droite, tandis que d'autres vont choisir la colère de l'extrême gauche, et d'autres encore, et ils sont très nombreux, vont choisir le dégoût de l'abstention. Ce sont les plus nombreux. Ce sont les plus nombreux, et je crois qu'il est important, de ce point de vue, de
prendre au sérieux le peuple, de prendre au sérieux les classes populaires, non pas avec la compassion condescendante qui revient à considérer que les pauvres, ils sont condamnés à une politique de ressentiment, mais de considérer que, après tout, comme tout le monde, ils font des choix, qu'ils sont des acteurs politiques et qu'on doit faire appel à un peuple de gauche et non pas à un peuple indifférencié qui finirait par être un peuple de droite. Et que les pauvres ne sont pas nécessairement racistes, puisque la question est essentielle. Et que les riches ne sont pas forcément exempts de racisme. Voilà, et la question du racisme est absolument essentielle. Elle motive très 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 fortement le vote en faveur de quelqu'un comme Donald Trump, par exemple. Et la question qui se pose donc aux adversaires de Donald Trump comme du racisme, c'est pourquoi faudrait-il excuser des électeurs ou masquer, au fond, les raisons véritables qui renvoient au racisme de leur vote. L'illusion, à mon sens, d'une approche en termes de moment populiste qui effacerait ou qui risquerait d'effacer la différence entre la droite et la gauche, c'est de considérer que le fond commun entre les uns et les autres serait le rejet du néolibéralisme. J'ai déjà rappelé que ça n'était pas vrai du populisme de droite la plupart du temps. Mais d'autre part, avec l'idée que la divergence porterait sur le rapport à la xénophobie et au racisme. C'est-à-dire que le populisme de droite serait contre le néolibéralisme, mais raciste, tandis que le populisme de gauche serait contre le néolibéralisme, mais antiraciste. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est illusoire du côté du néolibéralisme, mais qui est aussi illusoire du côté du racisme et de l'antiracisme. Parce que je pense qu'il est très dangereux de jouer cette logique du « eux » et du « nous », parce que ce qui est le plus immédiatement disponible, eh bien, ça va être l'idée que l'immigration, elle est mondialisée, qu'elle est en quelque sorte l'objet même du néolibéralisme qui abolit les frontières économiques en même temps qu'il abolirait les frontières humaines. Or, en réalité, il faut le rappeler, le néolibéralisme aujourd'hui s'accommode très bien de la xénophobie. L'Europe néolibérale, c'est aussi l'Europe forteresse. Donc la xénophobie, aujourd'hui, elle est à la fois du côté du néolibéralisme et du côté du populisme de droite. Donc c'est ce fond commun qui me paraît extrêmement dangereux, et c'est par là qu'il faudrait peut-être commencer, c'est-à-dire non pas sacrifier la critique du néolibéralisme au droit de l'homisme immigrationniste, comme le diraient certains, mais il y a des guillemets quand vous employez ces mots-là. Tout à fait. Mais au contraire, d'essayer de penser les deux ensemble, une critique du néolibéralisme qui ne soit pas pour autant le ralliement à une vision xénophobe. L'une des choses passionnantes dans votre essai, Éric Fassin, Populisme, le grand ressentiment, c'est le fait d'insister sur le bon clivage. Vous parliez de eux et nous, qui a tendance à devenir le clivage. Alors que ce soit eux les étrangers, nous les Français, ou que ce soit les fameux 99% contre 1% de Wall Street, qui sont deux manières au fond de constituer l'autre comme un ennemi. D'ailleurs, ces philosophes politiques, Chantal Mouffe en particulier, s'appuient sur Carl Schmitt, ce philosophe politique qui aura beaucoup servi aux nazis par la suite et qui promeut une idée très conflictuelle de la politique, de l'ennemi. Face à ce dangereux clivage qui consiste à penser de la sorte, vous plaidez pour le fait de réinstituer le seul clivage qui vaille en matière de politique, le seul clivage qui permette de tenir à distance l'extrême droite dans toute sa dangerosité, c'est le bon vieux clivage droite-gauche. Mais que l'on voit aussi remis en question par ce nouveau populisme du centre qui vient à nouveau brouiller ce clivage droite-gauche qui est pourtant l'une des choses les plus structurantes qui soit pour faire vivre un espace public démocratique. Le moment populiste repose, pour ceux qui utilisent cette expression, sur l'idée qu'il y a un fond commun qui est l'opposition eux-nous, et que, deuxièmement, il peut y avoir une autre opposition qui serait entre la droite et la gauche. C'est-à-dire, cela revient à considérer, et c'est inscrit dans l'expression même de populisme de gauche, dans populisme de gauche, le substantif, c'est populisme.
Et donc, ça dit bien que le populisme est premier et que la gauche est seconde. Et que le clivage eux-nous est premier par rapport au clivage gauche-droite. Je crois qu'il faut renverser la perspective. Il faut partir du clivage entre droite et gauche, c'est-à-dire que je pense que le clivage eux-nous fait obstacle aujourd'hui à la perception de l'absence du clivage entre droite et gauche. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, à mon sens, ça veut dire deux choses. La première, c'est que nous avons du mal à penser positivement ce que pourrait être la gauche. Il est donc tentant de penser négativement, c'est-à-dire de penser contre eux. Il est plus facile de dire ce que nous détestons que de dire ce que nous voulons. Et je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une si forte tentation de penser en termes de populisme de gauche, c'est pour penser d'abord ce que nous refusons avant même de penser ce que nous choisissons. Mais cette version en quelque sorte négative qui prévaut aujourd'hui sur une version positive, elle redouble en quelque sorte une compréhension ou une incompréhension, à mon sens, des affects qui organisent la vie politique. Lorsqu'on nous parle de la souffrance qu'il faudrait entendre des classes populaires, et ça n'est pas seulement le fait qu'on refuse de les penser politiquement, puisque une souffrance peut se traduire à gauche ou bien à droite, elle n'est pas vouée à être du ressentiment, mais justement, on s'interdit de penser le fait que ce ne sont pas toujours les mêmes affects. Et à mon sens, il est très important de dire qu'aujourd'hui, il serait illusoire de prétendre convertir le ressentiment d'extrême droite en une indignation d'extrême gauche. Je pense que la colère n'est pas la même chose que la rancœur. Et il est donc important de ne pas croire que parce qu'il y a des émotions, toutes ces émotions sont les mêmes. Bien sûr qu'il y a des affects, bien sûr qu'il y a des émotions, bien sûr qu'il y a des passions en politique, et bien sûr que faire de la politique, c'est faire appel à ces passions. Mais ce ne sont pas les mêmes passions, ce ne sont pas les mêmes émotions, ce ne sont pas les mêmes affects. Et je crois que la politique du ressentiment, ce grand ressentiment que je redoute, eh bien, ce ressentiment, il est aujourd'hui quelque chose contre quoi il faut lutter et non pas quelque chose qu'il faudrait utiliser, instrumentaliser. Le ressentiment, aujourd'hui, est l'ennemi principal pour une politique de gauche. Merci beaucoup, Éric Fassin, pour cette clarification autour de ce mot qu'on entend beaucoup sans toujours savoir ce qu'il désigne, populisme. Populisme, le grand ressentiment, c'est le titre de cet essai qui paraît aux éditions Textuelles. Vous trouvez toutes ces références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez réécouter l'émission. Également, vous pouvez vous abonner sur cette page au podcast de La Suite dans les idées.